Bonjour. Conakry, c'est 2% du territoire national de la République de Guinée, mais Conakry abrite au moins 20% de la population totale du pays. Conakry consomme au moins 65% de la production nationale en électricité, 70% en eau courante. Conakry, notre capitale, c'est aussi d'innombrables quantités d'ordures. Que faut-il faire pour répondre aux attentes et aux sollicitations des Conakrykas? Pour répondre à toutes ces questions de faiblesse institutionnelle, d'insuffisance d'investissement et d'infrastructures, en l'absence de planification économique, nous recevons sur ce plateau M. Konaté Ibrahima. Il est diplômé de sciences juridiques et sciences politiques, enseignant-chercheur, chargé de cours de droit dans les universités de Conakry. M. Ibrahima Konaté est également auteur, avec un groupe d'experts, d'un document intitulé « Rénover Conakry à l'horizon 2014-2021 ». M. Konaté, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et merci bien. Pour commencer cette émission, quelle est l'orientation que vous avez donnée à cette étude « Rénover Conakry » ? Bon, d'abord, à l'entame de cet entretien, je tiens à remercier la RTG de cette aimable invitation qu'elle a bien voulu m'adresser, m'offrant ainsi l'opportunité de m'adresser et de m'exprimer sur les grandes questions qui agitent la cité. Et je tiens à remercier vos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je tiens à vous remercier vous également, M. Condé, mon débatteur. Et j'espère qu'au cours de cette émission, nous aurons des échanges fructueux pour l'avenir de Conakry et partant de ce pays. L'icône de l'apartheid, qui est le modèle de tous les leaders africains, je veux nommer Nelson Mandela, a dit, à qui d'ailleurs je souhaite prompt rétablissement, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Et une action qui ne découle pas de vision n'est que du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Fin de citation. Nous avons une vision pour Conakry. Une vision qui découle de 2 ans et quelques mois de réflexion, au cours desquels des juristes, des urbanistes, des environnementalistes, des démographes, des économistes ont fait un brainstorming qui a abouti à la rédaction d'un document scientifique que vous avez déjà parcouru et ayant pour finalité de changer radicalement la ville de Conakry. C'est pourquoi nous avons envisagé dans ce projet de faire la ville de Conakry un hub ouvert, n'est-ce pas, sur le monde et faire une ville aujourd'hui qui est capable de recevoir et de répondre à tous les besoins, n'est-ce pas, des Conakrykas. Et partant de cela, il faut signaler que selon les statistiques officielles que nous avons reçues à notre niveau, et Conakry, en 30 ans, est passé de 400 000 à 3 millions d'âmes. Ce qui veut dire que plus de 20% de la population guinéenne vit à Conakry. Et malgré les innombrables efforts fournis par le pouvoir public, notamment par le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir, il faut noter aussi que Conakry, il n'en demeure pas moins que Conakry souffre de plusieurs maux et que l'on peut regrouper après réflexion en 3 grandes catégories. Premièrement, la faiblesse institutionnelle. Deuxièmement, l'insuffisance des investissements en infrastructure. Et troisièmement, n'est-ce pas, l'absence totale d'une politique prospective qui intègre la ville dans sa globalité. Et la question que nous nous sommes donc posée est simple, c'est comment répondre aux sollicitations et attentes de nos concitoyens dans l'amélioration d'une gouvernance, la modernisation, afin de rendre plus visible l'action, n'est-ce pas, de l'État. Monsieur Konaté, des projets structurants sont dans ce document pour transformer le visage de Conakry. Quels sont ces projets et comment on va y arriver? Avant de répondre directement à votre question de façon exhaustive, je tiens à n'est-ce pas, mettre en exergue que l'étude que nous avons faite s'appuie fondamentalement sur 2 piliers. Premièrement, la gouvernance exemplaire
Deuxièmement, le leadership managérial qui aboutit à assurer, premièrement, les services sociaux de base. Deuxièmement, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes en mettant en œuvre une politique et structure qui favorise l'emploi des jeunes. Et troisièmement, assurer le développement économique. Pour revenir à votre question, je tiens à vous dire que nous sommes partis d'un postulat. C'est pourquoi nous avons décliné 4 grands projets structurants. Premièrement, la rénovation des Kaloum. Deuxièmement, la construction d'un marché central de Conakry. Quatrièmement, la construction d'une gare routière digne de nom de Conakry. Et quatrièmement, la construction des 5 centres hospitaliers communaux. S'agissant de la rénovation des Kaloum, vous conviendrez avec moi que la réhabilitation des Kaloum présente une image importante pour la ville de Conakry et pour le pays. C'est pourquoi le projet de rénovation des Kaloum permettra la présidentialisation et la restructuration de plus de 2000 logements, la destruction et la reconstruction de plus de 1500 concessions afin de diversifier l'offre d'habitation. Et le projet tient compte également de la requalification de certains quartiers, des principaux quartiers de Kaloum, afin, n'est-ce pas, de permettre une meilleure intégration de ces localités dans l'espace urbain. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous verrez dans ce projet que nous avons élaboré que, n'est-ce pas, l'objectif principal, n'est-ce pas, de la rénovation, c'est pour d'abord développer et diversifier, n'est-ce pas, l'offre de logement dans la ville de Conakry. Deuxièmement, c'est mettre à la disposition des habitants des équipements nécessaires et développer, n'est-ce pas, l'offre de services. Et troisièmement, assurer le développement économique de la ville, n'est-ce pas, dans le futur. S'agissant de la construction d'un marché central comme projet structurant, vous vous rendez compte, l'objectif c'est pour mettre fin au diktat du marché de Madina. Et un espace à identifier dans les environs de Ketaya sera aménagé pour recevoir tous les déclenchés de Madina. L'enjeu est très simple, c'est pour décongestionner le marché de Madina, l'autoroute Fidel Castro, Boussora, Dixine et la SIG Madina. Je voulais rappeler que Ketaya, c'est dans la commune de Ratouma, après la cimenterie, avant d'arriver à Kagbele. Oui, justement. Voilà. Justement. Donc le marché qui sera construit sera constitué de 2000 boutiques réparties en 20 bâtiments. Donc ce marché sera doté, la ville de Conakry sera dotée d'une plateforme commerciale qui répond aux différentes exigences et qui répond aux différents besoins des Conakrykas. Donc ce qui nous amène à vraiment envisager dans ce projet la construction de ce marché. Et au-delà de ça, il y aura aussi, n'est-ce pas, d'autres services qui sont créés, tels que les services d'assurance, l'assurance, les hébergements, les services de restauration. Alors ça créera énormément aussi d'emplois. S'agissant de la construction d'une gare routière, ça aussi, aujourd'hui, il faut qu'on ait une gare routière moderne qui répond effectivement aux normes d'une ville ou d'un hub ouvert sur le monde. C'est pourquoi le projet a envisagé qu'il faut aujourd'hui construire une gare routière dont la gestion sera confiée à un office de gare routière et au finish qui créera beaucoup plus d'emplois, plus de 300 emplois envisagés, parce qu'il y aura les services de santé, il y aura les services d'assurance, il y aura les services d'hébergement, il y aura les services de santé. Alors ça créera énormément d'emplois. Et en plus, au finish, en termes, n'est-ce pas, de la construction, vous vous rendrez compte que sa capacité d'accueil devrait, n'est-ce pas, atteindre 100 véhicules à l'embarquement et 100 autres véhicules au débarquement. Ce qui correspond en termes de passagers, 10 000 voyageurs par heure, soit 30% par an. Donc ça crée énormément, non seulement d'emplois, mais ça permet aussi de doter la ville de Conakry vraiment d'une gare routière moderne à qui vraiment la fluidité de la circulation
peut en être effectué sans aucun zambage. Dans ce plan structurant, nous avons parlé de Ketaya pour le marché et pour la gare routière. Où est-ce que le plan structurant le situe? Le plan structurant le situe vers les endroits de Kagbele. Mais il y aura un service qui sera là et qui réfléchira à la nécessité, vu la nécessité, n'est-ce pas, de cette gare voiture, si effectivement ça va être à Kagbele. Mais dans le projet, nous l'avons prouvé à Kagbele parce que nous avons fait des prospections, des enquêtes. Nous avons dit que c'est aujourd'hui un centre et un pôle d'attraction où il faut essayer de faire en sorte que les services soient décentralisés pour qu'il y ait fluidité de circulation à Conakry. Et s'agissant aussi de la construction des 5 centres hospitaliers communaux, aujourd'hui, il faut qu'on construise, que chaque commune ait un centre hospitalier. C'est énormément important. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Matoto constitue la plus grande commune. Il n'y a pas de raison que cette commune ne dispose pas d'un hôpital. Alors aujourd'hui, dans la ville de Conakry, ce sont les 2 hôpitaux opérationnels réellement qui sont au service, n'est-ce pas, de la population de Conakry. Cependant, vers les 1984 et 1985, on avait les 2 hôpitaux qui couvraient les besoins de 400 000 habitants, Ignacidine et Donka. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3 millions d'habitants. Alors, ça veut dire que ces 2 hôpitaux sont insuffisants pour couvrir aujourd'hui le besoin de Conakry. Ce qui veut dire qu'il faut obligatoirement, nécessairement construire un hôpital dans chaque commune et doter, n'est-ce pas, d'une plateforme technique répondant aux normes du confort international. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à prévoir la construction de ces centres hospitaliers dans chaque commune et en faire. Et ça permettra, n'est-ce pas, de rapprocher les services de santé à la population. Parce qu'aujourd'hui, de 36, quand il y a un problème, il faut que la population se déplace pour descendre jusqu'à Bolbiné. Tout ça là constitue même, crée des embouteillages récurrents parce que tous les services aujourd'hui sont concentrés. Et les centres de santé, les hôpitaux, l'administration, le siège du pouvoir, les banques, oui. Tout est à Bolbiné. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que les services soient décentralisés pour permettre la fluidité des circulations, pour permettre de diminuer aujourd'hui, n'est-ce pas, l'embouteillage récurrent à Conakry. C'est pourquoi le projet a envisagé qu'il faut un maillage à Conakry. Il faut faire des ponts, il faut faire des échangeurs. Tels qu'aujourd'hui certains carrefours, je vais parler de carrefour de Kouza, de Bambetou, de Amdala et de Bellevue, de la commune de Matoto, le rond-point de Matoto, c'est vraiment, ces communes ont besoin aujourd'hui, ces ronds-points ont besoin d'un pont et des échangeurs. Et partant de tout ça aussi, il faut signaler que le goulot d'étranglement des embouteillages est dû aussi le fait, n'est-ce pas, que tous les services sont centrés vers la ville, le quartier Kaloum. C'est qu'il faut une décentralisation, un maillage de la ville permettant la fluidité, n'est-ce pas, de la circulation pour éviter, n'est-ce pas, les embouteillages récurrents à Conakry. Monsieur Konaté, nous sommes sur les projets structurants, mais bien avant l'installation de ces projets, d'autres problèmes aujourd'hui peuvent être réglés à l'interne. Par exemple, l'emprise de toutes les routes sont occupées. Si vous prenez le marché, par exemple, de Djimbaya, les commerçants sont au bord de la route, il y a l'embouteillage est permanent, le même cas à Madina. Et est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont dans cette étude pour améliorer beaucoup plus aujourd'hui la qualité du cadre de vie des habitants de Conakry? Bon, à ce niveau, nous avons le projet à envisager ça parce qu'il faut comprendre qu'il y a effectivement des embouteillages récurrents dans tous les grands carrefours. Et les causes sont multiples. Premièrement, il y a ce qu'on appelle une faiblesse institutionnelle. Si vous prenez aujourd'hui ces différents marchés, quand vous prenez le marché de Tannery, vous prenez le marché de Matoto, vous prenez le marché de Enco 5, vous venez à Koloma sur la route des Princes, vous vous rendez compte qu'il y a une faiblesse institutionnelle. Parce que ces marchés ont totalement occupé la voirie publique. C'est qu'on n'a pas besoin de moyens pour aller vraiment déguerpir, n'est-ce pas, la voirie publique. Mais aujourd'hui, on laisse passer ces marchés occuper progressivement la route. Quand vous partez, d'ailleurs, c'est très dangereux. Après, ça devient force de loi. Après, ça devient force de loi. Et les services en charge de le faire
laissent passer et ils restent indifférents. Ça, c'est une faiblesse institutionnelle. Faites un tour aujourd'hui dans les quartiers de Conakry. Ce qui est plus lamentable, grave, voire gravissime, c'est que aujourd'hui, quelqu'un construit à Conakry, le lendemain, la personne commence à établir un dodan sans aucune réglementation. Et aujourd'hui, comme motif, ce sont nos enfants. Mais la route, elle est faite pour rouler. Elle n'est pas faite pour marcher. Donc les gens établissent des dodans. Et selon les spécialistes, les urbanistes avec lesquels nous avons vraiment travaillé dans ce projet, le dodan ne doit pas dépasser 7 cm. Mais les gens établissent. C'est le dos de chameau. Voilà. Et les gens le font partout dans les quartiers, sans aucune réglementation. Ça, c'est une faiblesse institutionnelle. Parce que le service en charge de le faire ne vient pas pour vraiment traduire ces gens-là devant les tribunaux compétents. On ne peut pas se réveiller un beau matin et faire de n'importe quoi dans une grande ville comme la nôtre. Donc, et ça c'est au niveau de l'établissement anarchique des dodans. Mais ce qui est grave aussi, c'est que les gens, les concessionnaires de Conakry désormais, refusent de creuser des fosses septiques. Ils préfèrent faire la canalisation à partir des maisons pour déverser des eaux usées sur la voirie publique. Non seulement ça dégrade le peu de goudron qu'on a, ça a un côté négatif sur la santé, ça pollue l'environnement. Mais tout ça là, c'est parce qu'il y a une faiblesse institutionnelle. Le service qui est chargé de le faire devrait vraiment en tenir compte et réellement traduire ces gens qui le font devant, parce que puisqu'on a une loi, alors pour qu'ils répondent, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils ont commis comme acte. Et aujourd'hui, ce qui est aussi lamentable et qui a une conséquence très grave, c'est le fait aujourd'hui que les gens ne font que repousser la mer. Il y a aujourd'hui une végétation très rare, c'est les mangroves. Les gens se permettent de couper et les gens repoussent cette mer pour en faire des concessions. Aujourd'hui, le service de contrôle en charge de le faire est là et il reste indifférent face à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, faites un tour sur la corniche de la tannerie. Vous verrez vers les bordures de mer, vers Matoto, vous verrez qu'aujourd'hui à Yimbaya, les gens ont complètement poussé la mer pour vraiment faire des concessions. Ce qui est grave. Et selon, n'est-ce pas, les environnementalistes, il y a une distance de sécurité qui doit être respectée entre la mer et les différentes concessions. Mais les gens sont en train d'occuper de façon anarchique. Aucun service n'est là pour interpeller ces gens. Il y a d'abord, si vous prenez les grands problèmes de Conakry, il y a vraiment d'abord la faiblesse institutionnelle. C'est que le service en charge de le faire ne joue pas son rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... Mais est-ce qu'on sait quand même qui doit faire quoi? Parce que si vous prenez le cas de la circulation, ici j'ai reçu sur ce plateau les différents commissaires de la routière, j'ai reçu les syndicalistes, j'ai reçu le ministère des Transports, le ministère des TP, mais à la question aujourd'hui on se demande qui gère la route en Guinée. Il y a ce problème. Oui, c'est vrai que ce problème peut se poser, mais il est très simple. Vous savez, la circulation de la ville de Conakry en termes, n'est-ce pas, de la réglementation de la circulation, ça relève de la police. Et la police aujourd'hui, elle est malgré les efforts quand même déployés dans ce sens, il faut savoir, il faut aussi noter que ça relève aussi, il y a des insuffisances qu'il faut signaler. Par exemple, aujourd'hui, il y a des embouteillages à Conakry qui ne sont pas dus seulement au manque d'infrastructures, mais la faute aussi provient aussi de ces policiers. Parce que vous allez voir un embouteillage de 5 km, vous trouverez devant que c'est un policier qui est en train de racketter ou qui est en train de rançonner, n'est-ce pas, un passager ou un conducteur de taxi ou de Magbana. Ce qui est anormal. Parce qu'il faudrait qu'on situe la responsabilité de ces embouteillages. Il y a un problème d'infrastructure, on n'a pas de route, il faut qu'il y ait des maillages, il faut qu'il y ait des ponts, des échangeurs, c'est vrai, mais il faut aussi que les services de police aussi changent, n'est-ce pas, le comportement dans les circulations. Et à ce côté aussi, à cela s'ajoute aussi l'indiscipline des chauffeurs, ça il faut le dire, parce que les voies qui sont de 2 voies, les gens se permettent de faire 4 voies. Mais s'ils voient qu'ils le font, c'est parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a un service réellement de police qui est là et qui mettent les voitures en fourrière, les gens ne feront pas 2 voies, 4 voies. Donc c'est pourquoi il y a une faiblesse institutionnelle qui est là. Mais s'agissant par exemple de l'occupation anarchique,
des domaines maritimes, cela ne relève pas de la police, ça relève du service du gouvernorat et, n'est-ce pas, du patrimoine bâti, qui sont là et qui veillent à ce que la ville de Conakry soit une ville, parce que c'est le gouvernorat qui réglemente, qui est là, qui est le patron de la ville de Conakry et qui est chargé de faire en sorte que la ville puisse être vraiment une ville qui réponde aux besoins de ses populations. Mais en laissant les gens occuper les domaines maritimes, mais demain ou après-demain, ce qui reste clair, et le passage de l'eau reste demain, l'eau reviendra. Il va revenir. Donc il faut qu'on ait une politique de planification, une politique prospective pour dire non, on ne doit pas le faire. C'est le gouvernorat et le service patrimoine bâti qui ont la charge, n'est-ce pas, de veiller à ce que les gens ne repoussent pas les mers, à ce que les gens n'occupent pas, n'est-ce pas, les domaines maritimes de façon anarchique. Monsieur Konaté, un travail de ce genre a-t-il de l'importance pour Conakry et pour toute la Guinée, selon vos études? Oui, le travail a une importance très capitale. D'abord, ce programme se place, n'est-ce pas, dans les grandes réformes voulues par le professeur Alpha Condé et qui relève quatre grandes priorités du gouvernement. Premièrement, la création d'emplois. Ça, c'est l'une des priorités aujourd'hui du gouvernement du professeur Alpha Condé. Deuxièmement, la gestion et le recyclage des ordures de la ville de Conakry. Troisièmement, la création d'emplois. Et quatrièmement, aujourd'hui, la construction des logements sociaux. Si nous prenons la création d'emplois, il faut dire aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui des sites qu'on doit aménager à Conakry qui permettront la construction ou la création des emplois. Je vais parler par exemple de l'aménagement d'un parc géologique de Kakimbo. Vous voyez, M. Condé, une très grande forêt située dans la commune de Ratoma et qui se développe du nord au sud depuis le pont de Kakimbo jusqu'à dans les confins des rails de Taouya, qui est l'une des forêts, une forêt importante aujourd'hui qu'il faut aménager. Où on peut, n'est-ce pas, ça peut créer énormément d'emplois pour les jeunes. Parce que, une fois aménagé, on peut, n'est-ce pas, mettre des infrastructures telles que les golfs compacts, les pitch-put, les circuits acrobranches et les lieux de loisirs, les restaurations. Ça permettra, n'est-ce pas, de créer assez de services et assez d'emplois. Mais aujourd'hui, cette forêt est couchée, inoccupée. Cependant que Conakry n'est pas doté d'un véritable... Qui devient un nid de bandits. Oui, oui, qui devient un nid de bandits. Et pour qu'on peut en faire un véritable endroit, n'est-ce pas, de loisirs. Vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est le jardin des Octobre qui constitue le seul endroit de loisirs des enfants. Pourquoi ne pas aménager pour les tout petits, où on peut recevoir des touristes, où on peut aménager, mettre les animaux, les lamantins, les caïmans pour des fins touristiques. Aujourd'hui, qui peut produire énormément d'argent et de recettes à l'État, permettant de faire face aux différentes difficultés auxquelles la ville est confrontée. Si vous quittez là-bas aussi, mais on ne peut le faire aussi, parce que il faut aussi penser à un plan d'adressage, ce qui est extrêmement important. Le plan d'adressage suppose la connaissance d'une ville est un préalable indispensable à sa gestion. Et le plan d'adressage vise à maîtriser l'information urbaine pas à pas et en générant de nombreuses informations telles que sur la codification des voies, la cartographie de la ville, les enquêtes de recensement et le développement des outils de gestion appliqués. Alors il faut qu'on ait un plan d'adressage de la ville de Conakry. Et lorsqu'on a ce plan d'adressage, le résultat attendu, c'est d'établir un plan actualisé de la ville de Conakry, définir un système facilitant le repérage, n'est-ce pas, des habitations construites de façon anarchique, n'est-ce pas, au cours de ces décennies précédentes, et essayer de faire un propre modèle, n'est-ce pas, de développement. Mais sans, n'est-ce pas, un véritable plan d'adressage, on ne saurait connaître qui est qui loge qui et les informations réelles. Malgré les innombrables efforts
déployés par, n'est-ce pas, l'autorité. Il faut retenir que Conakry a peu d'informations sur son territoire. C'est pourquoi un véritable plan d'adressage est important après celle engagée de 1994 qui n'a pas produit des résultats escomptés. Il faut faire... Puisqu'un étranger qui arrive à Conakry, pour savoir où il va, le parent lui dit, quand tu arrives, tu dépasses le gros manguier, il y a un camion en panne là-bas. Mais si tu trouves que le manguier a été coupé, ou que le camion a été dépanné, tu ne sais plus où aller. Justement. Donc c'est pour... Alors que dans une ville comme à Bamako, à partir de l'aéroport et de l'adressage de la ville, tu peux aller rentrer jusque là où tu dois descendre. Exactement. Donc il faut refaire le lotissement ou c'est quoi? Non, il faut faire... D'abord, il y a double travail à faire à ce niveau. Double travaux. Premièrement, ça demande, n'est-ce pas, l'intervention du service de l'habitat. Il faut faire le lotissement. Mais avant le lotissement, il faut faire un plan d'adressage. Il faut que les voies et les avenues, les boulevards ont des noms. Il faut qu'ils aient un nom. Il faut qu'on chasse, il faut qu'on donne des numéros. Ou à la rigueur des numéros. Voilà, des numéros. Oui. Et ce service existait bien sûr en 1994, mais vous savez, ce qui constitue du véritable problème en Guinée, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans les activités. Parce qu'il y en a eu quand même. Voilà, il y en a eu en 1994 bien sûr. C'est pourquoi quand vous partez vers Kaloum, vous trouverez Cal numéro, rue KA, voilà, quelque chose comme ça, Matoto, ainsi de suite. Mais ça n'a pas été suivi. Les gens en ont abandonné. Pourtant, c'est un projet, le plan d'adressage, ça intéresse les partenaires. Parce que les partenaires en ont marre d'indiquer les maisons par, comment on appelle, les manguiers ou la construction d'une boîte de nuit où les références sont dites ou des restos. C'est anormal. On veut que Conakry soit un hub, c'est-à-dire une ville ouverte sur le monde où on peut, à partir de Paris ou des États-Unis, dire, écoutez, quand tu descends à l'aéroport de Conakry, tu vas à boulevard tel, et puis rue numéro tel, bâtiment numéro tel, et que ça soit comme ça, comme ailleurs. Donc voici un peu l'objectif, n'est-ce pas, de cette étude. Et ce projet, ce plan d'adressage est extrêmement important. Elle est extrêmement importante pour, n'est-ce pas, pour tout développement d'une ville. Tout développement de toute ville suppose vraiment un véritable plan d'adressage. Monsieur Konaté, cette étude est vraiment ambitieuse, mais où avoir les moyens de le faire? D'où viendra l'argent? Très bien. Et vous savez, Monsieur Condé, il y a ce qu'on appelle les recettes traditionnelles de l'État. C'est-à-dire que le gouvernorat a ce qu'on appelle des recettes à sa disposition, le permettant de faire face aux différentes exigences, aux différentes difficultés au développement de la ville de Conakry. Il y a les recettes traditionnelles et dans ces recettes traditionnelles, vous avez les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires. Si vous prenez les recettes ordinaires, vous avez les recettes fiscales, vous avez les taxes rémunératoires et redevances, vous avez les ristournes accordées par l'État. Et si vous prenez les recettes extraordinaires, vous avez les emprunts, vous avez la subvention du budget général, vous avez les fonds de concours et d'aide, vous avez les emprunts, vous avez les produits de l'aliénation du portefeuille et du patrimoine. Les contributions volontaires. Voilà, les contributions volontaires. Tout cela constitue, n'est-ce pas, les recettes. Mais au-delà de ces recettes traditionnelles, notre projet a envisagé, à l'image des autres pays, comme Dakar, comme Abidjan, comme Madagascar, la création de nouvelles taxes. C'est-à-dire, il faut qu'on crée une nouvelle taxe qui contribuerait, qui s'ajouterait sur ces recettes traditionnelles et qui permettront de faire face au développement de la ville. À ce niveau, nous avons envisagé la création des redevances aéroportuaires et portuaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, on a mis un fonds. On a envisagé la mise en place d'un fonds qu'on va appeler Fonds commun de développement de la ville et, n'est-ce pas, qui sera là pour recevoir, n'est-ce pas, ces redevances aéroportuaires et portuaires. S'agissant des redevances aéroportuaires, aujourd'hui, la redevance aéroportuaire n'est pas payée en Guinée. C'est une redevance qui n'a rien à voir avec les autres taxes que les gens payent sur les billets d'avion. C'est une redevance qui constitue, n'est-ce pas, et qui contribue au développement exclusif, n'est-ce pas, de la ville. Parce que ceux-là qui descendent, les passagers qui descendent, ils ne descendent pas à Cancan, ils ne descendent pas à Labé, ils descendent dans la ville. Il faut que cette ville soit entretenue
pour qu'ils puissent vraiment vivre correctement. Donc chacun a besoin, n'est-ce pas, de faire en sorte de payer cette redevance qui n'est que des modiques sommes dérisoires, mais qui constitue vraiment une aide pour la ville afin que, n'est-ce pas, la ville puisse faire face à ces différentes exigences et aux différentes difficultés auxquelles elle est confrontée. Mais les compagnies qui transportent les passagers payent des taxes. Ça veut dire que vous voulez que ce soit des passagers aussi qui contribuent à l'épanouissement de la ville, c'est ça? Les passagers payent les taxes. Ce sont des taxes qui sont là parce que, vous savez, il y a l'organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, qui est là et qui est là dans l'espace aérien et qui s'intéresse à toutes ces réglementations. Mais c'est une taxe, c'est une nouvelle taxe qu'on va créer. C'est créé ailleurs. Les taxes sont payées à Dakar. Les compagnies payent les mêmes taxes. Mais au-delà de ces taxes ailleurs, il y a la création des redevances. Ces redevances aéroportuaires et portuaires sont payées au-delà des taxes. C'est une espèce de contribution que ceux-là qui sont intéressés, parce que notre pays c'est un chantier, que ceux-là qui sont intéressés sont tenus obligés de contribuer au développement de la ville. Ils sont tenus obligés dans la mesure où, quand ils viennent, il faut que la ville soit en mesure quand même, n'est-ce pas, de leur réserver un accueil chaleureux, leur permettant de rouler tranquillement. Et parce qu'ils viennent là, ce sont des partenaires, mais ils viennent aussi pour des fins d'affaires aussi, qui les rend aussi beaucoup plus d'utilité. Donc, alors, c'est pourquoi le paiement de cette redevance aéroportuaire, ça va être c'est une redevance qui sera due par les passagers, n'est-ce pas, à l'arrivée comme, n'est-ce pas, au départ. Les passagers paieront, par exemple, les passagers à l'arrivée, si c'est le réseau domestique, ils paieront par exemple 12 $. Si c'est le réseau long courrier, ils paieront par exemple un montant de 12 $. Donc, si c'est les passagers à l'arrivée et que c'est le réseau domestique, ils paieront par exemple 5 $. Et si c'est le réseau aussi, comme on appelle long courrier, ils paieront. Et si c'est les fret, ils paieront 0,10 $ par kilogramme. Monsieur Konaté, oui. Déjà c'est un problème à l'arrivée que le temps pour les passagers de remplir les formalités à l'aéroport, c'est un problème. Et que ces passagers se mettent encore à payer une autre somme à l'aéroport, ou quelle est la méthode qu'il faudrait peut-être utiliser pour l'insérer certainement dans les billets d'avion, ou comment ça va être fait? Parce que ça peut créer d'autres problèmes. Oui, très bien. D'abord, au niveau de ces redevances aéroportuaires, il y a une exonération. Je voudrais vraiment signaler, avant de revenir à votre question, il y a une exonération. Il y a les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé qui sont exonérés. Il y a les passagers des évacuations sanitaires, les passagers des aéronefs d'État, les personnels navigants, les enfants moins de 2 ans sont exonérés, n'est-ce pas, du paiement de cette redevance. Mais la perception, comment elle va se passer? La société, il y aura une société qui sera chargée de collecter et qui sera choisie par appel d'offres. Ou tout simplement, on crée un service à cet effet dont les usagers peuvent se procurer des coupons représentatifs, soit le jour du départ ou par avance. Cette agence, cette société qui va gérer, n'est-ce pas, ces coupons représentatifs ou qui sera chargée de la collecte, va s'installer à l'aéroport. À Dakar, il y en a, ça existe. Ailleurs aussi, à Madagascar, ça existe. Elle est installée à l'aéroport, les gens payent. Et les gens sont comment je vais appeler, les gens sont habitués. Et je me rappelle, j'ai effectué un voyage au retour. J'étais avec des gens, une fois à l'aéroport de Conakry, Bessia Conakry. Certains m'ont posé la question où on paye le petit développement, la petite contribution. Mais je leur ai dit, mais écoute mon cher, ça n'existe pas. Ils ont dit, mais pourtant, à Dakar, ça se paye. Ce jour-là, on était comme on appelle, en provenance de Dakar, ça se paye. Et d'ailleurs, ces redevances ont permis à Dakar d'avoir aujourd'hui un aéroport plus sophistiqué que le second. C'est à partir des redevances portuaires et aéroportuaires que l'aéroport international Blaise Diagne, bientôt ils vont l'inaugurer, mais c'est
à partir des redevances aéroportuaires et portuaires. Si nous venons au niveau des redevances portuaires, là, à ce niveau aussi, ça dépend des types de navires, parce qu'il y a les rouliers, il y a les soplines, il y a les tonniers, il y a les minéraliers vraquiers, il y a les pétroliers gaziers, il y a les citernes. Alors, chaque type, n'est-ce pas, de navire payera 0,23 € par mètre cube. Ça dépend du type de navire qu'on a sous les yeux. Un montant sera défini pour qu'il paye pour le développement aujourd'hui de la ville de Conakry. Monsieur Konaté, si nous faisons toutes ces discussions autour de ces études, c'est pour voir la faisabilité du projet et ce que ça peut apporter. Mais quelle est la garantie de bonne gestion de ce projet? Très bien. S'agissant, n'est-ce pas, de la bonne gestion de ce projet, le projet peut être, la structure peut être exécutée. La structure exécutante peut être soit le gouvernorat de la ville de Conakry, mais si c'est le gouvernorat, il faudrait que ça soit un leadership réel, que ça soit une très bonne gouvernance pour pouvoir gérer un tel projet, ou tout simplement on crée un nouveau service qu'on va appeler agence régionale Conakry Ville Nouvelle. Donc, ce sont soit le gouvernorat gère le projet, ou, n'est-ce pas, on crée un service à cet effet. Et lorsque le service va être créé à cet effet, ça va être la structure exécutante, il y aura aussi, n'est-ce pas, toute une composante de personnel. Il y aura un représentant, s'il s'agit par exemple de l'agence créée, il y aura un représentant de la présidence, il y aura un représentant du ministère de la décentralisation, il y aura un représentant de la douane, il y aura un représentant du port autonome, il y aura un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant de la commune concernée. S'il y a un projet dans une commune, il y aura un représentant, il y aura un représentant de l'agence et il y aura un représentant des bailleurs de fonds. Parce qu'à ce niveau, il faut dire que pour mettre tous ces projets, tout ce programme est estimé à 51 millions d'euros. Le coût estimatif de ce programme est estimé à 51 millions d'euros. Et pour vous dire tout simplement qu'à partir des redevances, au-delà des taxes traditionnelles, ajoutées sur les redevances portuaires et aéroportuaires, le Fonds commun de développement de la ville de Conakry pourra prendre dans les 51 millions d'euros, 50% pourra s'autofinancer à la hauteur de 50%, c'est-à-dire la moitié, n'est-ce pas, du budget estimatif, n'est-ce pas, de l'opération. Et les bailleurs, les partenaires pourront, n'est-ce pas, venir en aide à la hauteur de 30%. Et l'État guinéen seulement, c'est-à-dire qu'à partir d'aide que l'État guinéen peut accorder aussi à la ville, sera de 20%. Donc, c'est pour dire que combien de fois la mise en place d'un fonds commun de développement constitue, à travers la création des redevances, constitue aujourd'hui un outil indispensable pour réellement faire face aux différentes difficultés et aux services et aux besoins de développement de la ville de Conakry. Monsieur Konaté, quand on préparait bien sûr cette émission, nous avons parlé d'approche. On a parlé d'approche par commune, d'approche participative et d'approche par coopérative. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça se passe ça? Vous savez, lorsqu'on a un projet, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il y a aujourd'hui les mairies qui doivent être impliquées. Parce que si nous entamons une activité dans la ville de Conakry, Conakry a 5 grandes communes. Et aujourd'hui, pour faire une activité à Conakry, si on le fait sur un espace, ça veut dire que cet espace relève d'une commune. Donc, s'agissant des approches, il faudrait que les autorités, n'est-ce pas, de cette commune soient associées pour, n'est-ce pas, l'exécution, pour avoir un résultat clair, n'est-ce pas, de ce qui doit être fait. C'est pourquoi j'ai dit que dans l'équipe qui va être, si c'est effectivement une agence qu'on va créer à cet effet, dans la composante d'équipe, c'est pourquoi j'ai dit à ce niveau que, n'est-ce pas, il sera composé d'un représentant de la commune. Par exemple, le maire, il faut qu'ils interviennent. C'est à eux d'abord de comprendre les problèmes auxquels sa commune est confrontée. Aujourd'hui, si vous prenez, il y a un problème commun aujourd'hui à toutes les communes. Il faut construire les petits marchés.
Il faut construire les petits marchés. Parce que l'occupation aujourd'hui des marchés sur la voirie publique, c'est parce qu'il n'y a pas un marché aussi construit. Si vous dégagez, excusez-moi, si vous, n'est-ce pas, vous déguerpissez les gens sur la voirie publique, vous êtes obligé aussi de les recaser quelque part. Donc, chaque commune aujourd'hui a ce problème. C'est un problème commun à toutes les communes. C'est un problème commun aujourd'hui, comme la construction. Les communes n'ont pas de centre de santé, ils n'ont pas d'hôpital. Donc aujourd'hui, si on doit le faire, il faudrait que, prioritairement, il y a des communes aujourd'hui, je vais parler par exemple de la commune de Ratouma, elle, quand même, elle vient de bénéficier d'un hôpital, l'hôpital chinois, vers Kipé. Donc, ça, elle a déjà, comment on appelle, un hôpital. Mais quand vous demandez d'autres communes, ils ont d'autres priorités. Parce qu'il faut rapidement qu'on essaye de faire en sorte que les marchés là puissent vraiment quitter sur la voie publique. Ce n'est pas bon pour la santé parce que les engins roulants, c'est la mécanique. Ça peut être en état de défectuosité à tout moment. Ça crée des cas d'incendie, des cas d'accidents graves. Ça s'est maintes fois passé. C'est parce que nos différents marchés sont sur la voie publique. Et il faudrait faire en sorte qu'on trouve des endroits où il faut vraiment construire un marché, des petits marchés, qu'on pourra vraiment les caser quelque part et essayer de faire en sorte que la voirie publique soit vraiment au service, rien qu'au service de la circulation. M. Konaté, ce projet est vraiment ambitieux. Est-ce qu'il faut-il légiférer ou décréter pour l'avoir, selon vos études? Ici, d'abord, pour éviter que le projet puisse être vraiment un projet continuel, parce que si c'est décrété, ça veut dire que celui qui va venir après peut enlever le décret, peut ne pas entériner, peut le remettre en cause. Il faut en sorte qu'on peut faire d'abord, pour un premier temps, un décret, et le faire, n'est-ce pas, légiférer après. Parce que ce sont des projets auxquels, n'est-ce pas, la ville ne peut pas s'en dépasser. Donc, que ce soit monsieur le professeur au pouvoir ou je ne sais qui, mais il va de soi que, n'est-ce pas, la ville de Conakry prospère, se développe. Et puisque ça tient en compte toutes les préoccupations de la ville, il faudrait que ça soit légiféré pour éviter, n'est-ce pas, que d'autres qui viennent, n'est-ce pas, puissent l'entériner ou ne pas entériner. Mais pour un premier temps, pour aller plus vite, on peut en faire un décret et commencer déjà les activités et après le faire, n'est-ce pas, faire entériner, légiférer pour que, n'est-ce pas, cette création des redevances portières et aéroportières puisse avoir un soubassement législatif qui se trouve dans la Constitution guinéenne. Au début de cette semaine qui s'achève, un méga projet a été lancé par le président de la République du côté de Kipé, au centre émetteur exactement, qu'on appelle Plaza Diamond, la cité de Conakry, qui va être prolongé par un autre projet plus grand, presque 2 fois Kaloum, du côté de Lambagne. Est-ce que ces projets qui sont exécutés par des entreprises chinoises répondent quelque part à vos préoccupations lors de ces études? Bien sûr, aujourd'hui j'ai dit que l'une des priorités du gouvernement, c'est la construction des logements sociaux. Et dans le projet de rénovation de Kaloum, aujourd'hui, nous l'avons signalé dans ce projet, ça va de commun accord avec le projet. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de logements sociaux. Et il faut impérativement, une ville comme Conakry ne peut pas s'en dépasser de ça. Toute ville qui n'est pas dotée d'un logement social ne peut pas vraiment, n'est pas une ville où il en manque beaucoup d'autres critères pour qu'elle réponde à une ville réelle et moderne. Donc, nous avons vraiment appris, n'est-ce pas, la construction de cette cité qui est très salutaire et aujourd'hui qui est classée aujourd'hui dans la dynamique des attentes de la population de Conakry et en général de la Guinée, qui permettra d'alléger aujourd'hui ce problème épineux de logement social à Conakry, parce que c'est un problème épineux. Parce que les concessionnaires ayant appris qu'il n'y a pas de logements sociaux, aujourd'hui font de n'importe quoi. Tantôt on vide les gens en plein hivernage, et puisque aujourd'hui nous sommes dans une ville où le taux d'analphabètes
est un peu élevé. Donc les gens ne savent pas faire recours à quoi pour demander leurs droits. Donc aujourd'hui, les concessionnaires, ils se lèvent un beau matin avec une humeur et puis les prix montent tout de suite. Aucune réglementation pour la fixation des logements. Donc c'est aujourd'hui nécessaire, vraiment pour aider la population de Conakry, de procéder à la construction des logements sociaux. Donc c'est vraiment un logement social qui est très salutaire. Et cette cité permettra, n'est-ce pas, à la population de Conakry vraiment d'être à l'abri des rejets désormais en plein hivernage et dans les périodes difficiles de vie et se retrouver dehors avec la famille. Vous vous rendez compte combien de fois cela pose des problèmes dans la ville de Conakry, les problèmes domaniaux, de rejet à tout moment. Parce que tout simplement, les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas de logement. Si vous partez à Dakar, au Fait-Boigny en affaires, à Abidjan, il y a des logements sociaux construits. À Dakar, il y en a. C'est la Guinée encore qui en manque et il faut qu'on le fasse. Impérativement, il faut qu'on le fasse. C'est un passage obligé. Oui, c'est un passage vraiment obligé, M. Condé. M. Konaté, cette émission tire à la fin. S'il y avait un mot à dire pour les Guinéens qui nous suivent, pour l'autorité, pour les populations, lequel serait ce mot chez vous? Et c'est pour vous dire tout simplement, M. Condé, qu'à travers cette étude, Conakry, la ville de Conakry, va disposer d'infrastructures nécessaires pour devenir un hub ouvert sur le monde et qui répondent aux besoins, n'est-ce pas, de confort et de ces populations qui s'accroissent tous les jours. Et à travers cette étude, le quartier Kaloum, qui est notre Wall Street et le siège, n'est-ce pas, du gouvernement, bénéficiera de la régularisation foncière, ce qui garantira la sécurité et la tenue résidentielle dont la ville doit se prévaloir. Et il faut dire aussi que ce projet donnera un appui aux ambitions de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dans la mise en œuvre de sa politique économique et sociale de la Guinée. M. Konaté, je vous remercie. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, à la lumière de ce débat fructueux et intéressant, vous avez dû comprendre la nécessité aujourd'hui pour la ville de Conakry de se rénover, comme l'indique même cette étude de ces groupes de jeunes diplômés et d'experts sur Conakry, rénover Conakry, une nécessité absolue. Merci donc à mon invité, M. Ibrahima Konaté. Il est enseignant-chercheur, il est diplômé de sciences juridiques et politiques. Merci d'être venu dans cette émission. Merci. À vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur la lucarne joyeuse de la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous.